Il y a deux intérêts principaux. Le premier, il est économique, c'est-à-dire que la biomasse coûte moins cher au kilowattheure, donc l'énergie produite. Et puis de plus, l'intérêt, je dirais, il est environnemental, c'est-à-dire que le fuel va émettre du dioxyde de carbone issu de ressources fossiles, alors que la biomasse, c'est du dioxyde de carbone qui a été pompé dans l'air, et donc en fait, c'est un cycle neutre pour l'effet de serre. La première chose, c'est de commencer par avoir un bon approvisionnement, donc regarder localement quel est l'approvisionnement qu'on peut trouver, quelles sont ses caractéristiques, donc la granulométrie, l'humidité, essayer d'adapter au mieux par rapport à ce qu'on veut faire. La chaudière, il faut qu'elle soit adaptée à nos besoins. Si on a besoin de 2 MW, on n'a pas besoin de 3 MW. Donc surtout ne pas surdimensionner la chaudière. Il faut mieux même sous-dimensionner pour qu'elle fonctionne toujours à plein régime. Et puis ensuite, si on a besoin d'énergie complémentaire, on peut la produire avec un peu de fuel ou un peu de gaz. Ça coûtera très peu cher en plus et ça permettra d'avoir une chaudière bois qui fonctionne vraiment dans ces bonnes conditions. Il y a des plages de fonctionnement, c'est-à-dire que les chaudières ne sont pas bridées à une seule humidité type. Mais ceci dit, il y a des chaudières pour combustible sec ou pour combustible humide. Et ces chaudières, on ne peut pas brûler tout dedans, ça n'existe pas. Ou alors ça va le faire, mais dans des conditions très mauvaises, donc très mauvais rendement. Des chaudières qui vont émettre un peu de pollution, donc c'est quand même pas ce qu'il faut envisager. Alors les principaux problèmes et les zones où il faut faire attention, c'est d'adapter tout le système de stockage et d'amenage du combustible au combustible, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes de blocage si on a un combustible trop gros par rapport à ce qu'on avait imaginé par exemple. Ensuite il y a des problèmes possibles de voûte dans les silos. Quand on stocke des chips, les chips ont tendance à voûter, donc on met dedans, dans l'intérieur du silo, des systèmes de dessilage qui permettent de casser ces voûtes et donc de maintenir toujours une alimentation en combustible. Après, au niveau de la chaudière, je dirais que les principaux risques, c'est si on prend une chaudière pour combustible humide et qu'on met du combustible sec, on va monter très haut en température et on va produire des mâches-fer. Donc ça va avoir tendance à corroder un peu la chaudière, premièrement. Et puis deuxièmement, ça va avoir tendance aussi à user plus rapidement la chaudière, les réfractaires, etc. Donc là encore, il faut bien adapter le combustible à la chaudière. Et puis le troisième problème possible, c'est la pollution. La pollution, simplement, parce que si on en a, c'est pareil, c'est qu'on a mal adapté la chaudière ou alors qu'on la conduit pas de la même façon, c'est-à-dire qu'on la fait fonctionner à faible régime ou alors qu'on la fait fonctionner avec du combustible humide ou avec du combustible à la mauvaise granulométrie. Et donc là, on peut conduire à des problèmes de pollution. Ça dépend un petit peu de la puissance de la chaudière en fait. Plus la chaudière est petite, quand je dis petite, c'est de l'ordre de 100 kW, plus sa durée de vie est un peu plus courte également, et puis plus les chaudières sont importantes, plus la durée de vie peut être longue. Classiquement, il n'y a aucune chaudière qui doit pouvoir fonctionner moins de 20 ans. On compte sur un temps de fonctionnement de moins 20 ans. Et puis ensuite, sur les très grosses, on peut monter jusqu'à 50 ans sans trop de difficultés a priori. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maintenance à faire, hein. On peut avoir besoin de changer du réfractaire, de changer quelques grilles, des choses comme ça. Mais ça, c'est de la maintenance, ce n'est pas de la destruction de chaudière. On recharge le silo régulièrement. Tout dépend évidemment des consommations. Donc là, il n'y a pas de données type, hein. Ça va de quelques jours, des fois plusieurs fois par jour pour les très grosses chaufferies, jusqu'à une fois par mois pour les plus petites. Ensuite, il n'y a rien à faire de spécial si ce n'est surveiller. Et puis la seule chose où on a besoin de l'homme, c'est pour enlever les cendres. Donc enlever les poubelles de cendres. C'est pareil, c'est assez régulier, c'est 1 à 2 fois par semaine, on va dire, à peu près en moyenne. Et puis nettoyer les tubes d'échangeurs de chaleur. Alors ça, c'est si on veut optimiser. Normalement, il faut le faire au moins 1 fois par semaine. Vous demandez une température de 80 degrés, 100 degrés, enfin 95 pour ne pas atteindre 100, ou 70 degrés, et la chaudière va régler la bonne température. On considère cependant qu'il faut toujours avoir une température minimum de 70 à 75 degrés pour avoir les meilleurs fonctionnements. Donc ensuite, si on a besoin d'eau à plus basse température, on met à l'arrière de la chaudière une vanne mélangeuse et on fait l'eau à la température souhaitée. Même si la chaudière fait de l'eau à 80, on peut sortir de l'eau à 50 si on veut.
Le coût de l'installation biomasse est souvent beaucoup plus élevé que l'installation au fioul. Par contre, en termes de coût de combustible, c'est bien moins cher. Alors, je ne connais pas exactement les tarifs québécois. Je sais qu'en France, en tout cas, le tarif de la plaquette, c'est à peu près 3 fois moins cher que le fioul. Alors que l'achat de la chaudière est à peu près 4 ou 5 fois plus cher. Alors après, c'est un calcul de retour sur investissement qui se fait et qui dépend évidemment principalement de la consommation en énergie. Donc sur des industries énergivores, comme les serres par exemple, le retour sur investissement de la biomasse est très très bon, et souvent de quelques années, simplement parce que comme on consomme beaucoup d'énergie, on gagne beaucoup d'argent sur la différence de prix au kilowattheure, et le surcoût à l'investissement peut être rentabilisé en vraiment quelques années.